Ok, c'est parti. Hop là. Oh, regardez, il y a un intrus. Hop, 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 hop là. Salut mes Mourassoy. Bon, aujourd'hui, on va parler de survivants de l'extrême. Des personnes qui ont défié la mort à de nombreuses reprises et de façon vraiment différente. Des survivors, quoi, clairement. Ah ouais, comme le mec qui s'est fait foudroyer plusieurs fois? C'est ça, Edgar. C'est Roy Sullivan. Et Chris en a déjà parlé dans une autre vidéo. Ok, là, les jebottes. Pop, 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 les gamins, vous vous calmez là. Hein. Mais oui, c'est un peu de ce genre de héros dont on va parler. Mais pas lui. Et il va y en avoir pour tous les goûts. Des accidents de véhicules de tout type, des maladies en tout genre, mais également des catastrophes naturelles. Oh, ça fait tellement plaisir tout ça. Ah oui, oui, ah, j'aime souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bref, ne perdons pas plus de temps, laissez-moi vous raconter l'histoire de ces personnes les plus chanceuses de l'histoire. Yann Francis. Direction l'Angleterre pour notre première histoire, et c'est celle de Yann Francis qui est né en 1968. En fait, Francis, jusqu'à ses 21 ans, il n'y a pas grand chose à signaler. Il mène une vie plutôt normale. Mais en quelques mois, il va subir 2 électrisations. On dit pas électrocution parce que c'est quand tu meurs. Hein. La première fois, c'est à cause d'une télé qu'il est en train de réparer. Et la deuxième fois, à cause d'une prise défectueuse. À cause de ça, il va souffrir de très nombreuses brûlures aux mains, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il va pas mourir, quoi. On a encore eu de la chance. Et puis le temps passe, et puis 3 ans plus tard, on monte d'un cran, parce que là, Francis va perdre la vue. Encore à cause d'une électrisation? Pas du tout, non, pas du tout. En fait, il a des problèmes de vue depuis tout petit, mais ça a empiré jusqu'à la cécité. Et puis 1 an plus tard, à 25 ans, il se fait percuter par une camionnette volée. Mais il s'en sort sans trop de séquelles. Voilà, sa vie continue. À 28 ans, on va rajouter un petit peu de folklore là, parce que à ce moment-là, on est à la fin des années 1990 et l'IRA, donc l'armée républicaine irlandaise, enchaîne les attentats. Là, vous le voyez venir, mais notre cher Francis se trouve à quelques mètres d'une bombe qui explose à Manchester et qui va blesser plus de 200 personnes. Et lui, à quelques minutes près, il y passait sans doute. Mais voilà, il n'y a pas de répit pour sa petite tête, parce que à peine 2 ans plus tard, on va lui diagnostiquer une tumeur au cerveau. Mais bon, visiblement, ce n'est pas son heure, parce qu'il arrive à vaincre ce cancer. Et donc, il va arriver de nouveau à mener une vie normale jusqu'à ses 38 ans. Et là, rebolote, il se refait percuter par une bagnole. Sauf que cette fois-ci, il est à 2 doigts de mourir. La mort ne veut pas de lui, et donc du coup, il s'en sort indemne. Et à partir de là, il va vivre une vie paisible, et pas du tout, non. Fake news. En fait, quelques mois plus tard, on change de registre là, puisque Francis fait une crise cardiaque. Il est jeune, mais voilà, on dirait qu'il a pioché les mauvaises cartes, quoi. Et pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, accrochez-vous, puisqu'il sera ramené à la vie 17 fois. Ça fait beaucoup là, non? Ensuite, il va en rigoler, s'amusant à dire que la grande faucheuse était vraiment pas douée. 1 mois après cette incroyable péripétie, Yann Francis fait un séjour en soins intensifs suite à une overdose de Prozac. Il a par la suite été impliqué dans plusieurs accidents de voiture, en y survivant à chaque fois, on ne sait comment. Puis à 47 ans, on va lui diagnostiquer une tumeur au rein, et qu'on doit donc du coup lui enlever pour lui sauver la vie. Donc le rein et la tumeur. Et là, je zappais de vous dire que quelques mois avant ça, son chien, guide aveugle, s'est barré pendant plusieurs jours. Parce que oui, du coup, ça faisait un bail qu'il était aveugle. Et c'est ainsi qu'à l'aube de ses 50 ans, Francis continue ses exploits médicaux, et là, il reçoit un pacemaker pour aider son cœur à mieux fonctionner, quoi. C'est quand même chiant les crises cardiaques. Et donc, pour parachever le tout, quelques mois plus tard, son immeuble explose à moitié suite à une fuite de gaz. On se rend pas compte, mais quand ça pète, ce genre de choses, c'est impressionnant. Je vous raconte ma vie. La dernière fois, j'ai pris un œuf. Je l'ai mis dans le micro-ondes, j'ai allumé le micro-ondes pour le chauffer. 1 minute après, j'ai entendu un boum. Du coup, il y avait de l'œuf partout dans le micro-ondes. Comme quoi, une fuite de gaz, j'imagine, ça pète encore plus fort. Et du coup, Francis là-dedans? Alors oui, du coup, fuite de gaz, boum. Heureusement, il est pas chez lui à ce moment-là. Lui, il se retrouve à la rue et il perd tout. Et là, il ironise en disant que ça fait des histoires à raconter à ses petits-enfants. Mais il est encore en vie? Écoute, Francis, il est censé avoir 55 ans aujourd'hui, mais on n'a pas réussi à savoir s'il était toujours des nôtres, ou s'il lui est arrivé d'autres dingueries depuis 2017. Tsutomu Yamaguchi. Pour notre deuxième récit, là, on file au Japon et on remonte un petit peu dans le temps, quoi. Parce que notre histoire va débuter le 6 août 1945. Là, si vous avez un minimum de notions en histoire, vous savez où est-ce qu'on va aller plus précisément. Parce que ce jour-là, Yamaguchi, 29 ans, se rend au chantier naval de Mitsubishi, à Hiroshima, où il est ingénieur. Mais voilà, Yamaguchi, il a oublié quelque chose chez lui et il fait donc demi-tour. Et donc, à 8h15 précisément, Little Boy, donc la bombe A, tombe du ciel et rase la ville. Ça lui tombe directement dessus? Tu te doutes bien que non, sinon, écoute, je vois pas comment il pourrait être chanceux, quoi. Mais Yamaguchi est à seulement 3 km du largage et il voit l'engin tomber du ciel avant de perdre connaissance.
Et là, il se réveille, mais il ne sait pas combien de temps plus tard, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il est toujours au sol, il est gravement blessé, à moitié sourd, avec le bras gauche calciné. Et alors qu'il reprend du coup enfin ses esprits et qu'il quitte les lieux, eh bien, il se fait arroser par une pluie acide. Et il n'a à ce moment-là qu'un seul objectif, quitter Hiroshima le plus vite possible, pour se rendre à Nagasaki, où il va retrouver sa femme et son fils. Bon, bien évidemment, vous le voyez venir là, on est à ce moment-là, le 9 août 45, à 11h02, et Fatman est largué au-dessus de la ville. Là, Yamaguchi échappe alors à une seconde mort directe, d'une bombe atomique dans la gueule, quoi. Et il arrive par miracle à retrouver sa femme et son fils, qui s'étaient cachés dans un abri de fortune. Et c'est à partir de là que le cauchemar commence, car Yamaguchi a vu des milliers de cadavres, que ce soit à Hiroshima ou Nagasaki. Là, les séquelles psychologiques et bien sûr physiques sont innombrables, et Yamaguchi est reconnu en tant que Hibakusha. C'est bien sympa, mais ça veut dire quoi? Je sais pas si c'est sympa, mais en tout cas, ce sont les personnes qui ont survécu à des attaques atomiques et qui ont donc un statut spécial au Japon, avec des suivis médicaux précis ou encore même des prestations sociales. Et donc lui, il essaye de reprendre suite à ça une vie normale, mais il perd bien sûr son taf et sa santé est très fragile. Il est d'ailleurs souvent très malade. Mais du côté quand même des bonnes nouvelles, il a un second enfant, une petite fille précisément. Bref, des décennies passent et Yamaguchi veut parler de ce qui lui est arrivé, et notamment des dangers du nucléaire. Sauf que voilà, sa fille va se marier à ce moment-là et sa femme ne veut pas qu'il passe pour des pestiférés de la société. Bon, on sait pas trop pourquoi, mais peut-être que du coup, le fait de savoir que c'est des survivants qui sont irradiés, ça fait un peu flipper les Japonais. Donc, lui, il va continuer de se murer dans son silence. Quelques années plus tard, sa femme et son fils meurent d'un cancer généralisé. Sans aucun doute là, à cause des radiations. Et lui, il perdra ensuite son deuxième enfant en 2005 pour les mêmes raisons. Et du coup, il peut enfin parler de ce qui lui est arrivé, non? Ouais, là, exactement. Il a pratiquement 90 ans. Il décide donc de faire de la lutte contre le nucléaire son combat. Et là, il va publier d'ailleurs un bouquin, en plus de se rendre dans de nombreux lycées pour expliquer aux jeunes quelle horreur c'était. Il y aura un film docu qui sera réalisé et diffusé d'ailleurs au siège de l'ONU à New York en sa présence. Suite à ça, il va déclarer que sa mission est terminée et qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Et donc, 64 ans après Hiroshima et Nagasaki, Yamaguchi est officiellement reconnu comme étant le seul homme ayant survécu aux 2 attaques nucléaires qui ont frappé le Japon. Et en 2009, son état de santé se dégrade, mais il refuse toute opération qui pourrait l'aider. Et c'est ainsi qu'il va décéder en 2010 à 93 ans d'un cancer de l'estomac, sans doute causé par les bombardements dont il a été victime plus d'un demi-siècle auparavant. Marianne Bruce. Bon, là, on traverse l'Atlantique pour notre prochaine histoire, c'est celle de Marianne Bruce. Et là, croyez-moi, c'est digne d'un scénario hollywoodien. En fait, Marianne, elle est née en 1960, mais comme Francis, il n'y a pas grand-chose à raconter jusqu'à son âge adulte. Par contre, les choses sérieuses vont commencer à démarrer à 24 ans, alors qu'elle est en vacances à Hawaï avec son mari. Bon, là, tout se passe bien jusqu'à ce qu'une sirène retentisse alors qu'ils sont sur la plage, en train de faire bronzette. Là, vous le voyez peut-être venir, mais c'est une alerte au tsunami. Heureusement, le couple monte rapidement dans les hauteurs de l'île, et au final, plus de peur que de mal, quoi. Hein. En tout cas, un an plus tard, Marianne doit prendre l'avion en urgence pour rendre visite à son père malade. Donc aucun rapport. Et là, alors qu'elle est en vol, le fameux ouragan Gloria bat son plein aux États-Unis. Et son avion passe à travers l'ouragan. Encore une fois, très flippant, mais tout finit bien. Malgré la grosse frayeur quand même avec les violentes turbulences. C'est pas genre le truc où tu perds 3 mètres et tu fais « Wow, je vais mourir !» Non, là c'est tu vas mourir, mais t'es pas mort. T'es mort? Ouais, man. Et j'imagine que c'est que la face visible de l'iceberg là. Effectivement, Edgar, là on est qu'au début. À 27 ans, Marianne passe un bon moment au sport d'hiver avec son mari à Denver dans le Colorado. Bref, une journée de ski, tout ce qui est de plus classique quoi. Et puis en rentrant en fin d'après-midi, le couple regarde les infos et voit qu'une terrible avalanche s'est déclenchée dans le domaine skiable. Et là c'était exactement la piste sur laquelle ils ont skié toute l'après-midi, quelques minutes auparavant d'ailleurs. Donc voilà, tsunami, ouragan, avalanche, Marianne commence à avoir une petite collection de catastrophes naturelles sur le dos. Mais bon, pour elle à ce moment-là, il n'y a rien de dramatique quoi, c'est des coïncidences. Un peu déconnecté de la réalité quand même, maman. Je sais pas, Ariane, en tout cas, elle est pas inquiète quoi. D'ailleurs, tu remarqueras, Ariane, que si on rajoute un M à ton nom au début, ça fait Mariam. Là, petit saut dans le temps, Marianne a 33 ans. Et à cette époque, elle travaille dans une des tours du World Trade Center à New York. À ce moment-là, on est le 26 février 1993, et dans le parking de la tour Nord, une voiture piégée explose. Alors là, vous l'avez compris, il s'agit pas du coup de l'attentat du 2001, du coup évidemment. En tout cas, Marianne est dans la tour à ce moment-là, donc là, vous imaginez, énorme secousse, fumée de partout, évacuation qui se fait dans la panique la plus totale. D'ailleurs, 6 personnes vont y laisser la vie, et plus d'1 millier seront blessés, et dans lesquelles Marianne ne figure même pas. Voilà.
voilà, le temps passe et l'année suivante, alors qu'elle est en voyage d'affaires à Los Angeles, un terrible séisme secoue la ville, d'une magnitude de 6,7. Et ce tremblement de terre a quand même tué 72 personnes et fait 9000 blessés. Bon, pour elle, encore une fois, il y a plus de peur que de mal et elle s'en sort sans trop de blessures. Mais on va monter encore plus en puissance pour arriver en septembre 2001. Et là, Marianne est dans un avion qui fait Charlotte-Boston, avant d'enchaîner avec Boston-New York. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, j'espère. Vous savez ce qui s'est passé le 11 septembre de cette année-là. Surtout que du coup, elle était dans les fameuses tours quelques années auparavant. Bon, à ce moment-là, du coup, Marianne est en plein vol quand l'une des tours jumelles est attaquée. Et l'un des avions en question venait de Boston. En tout cas, voilà, une frayeur de plus pour Marianne qui commence quand même d'ailleurs à se dire qu'il y a quelque chose qui cloche un peu là-dedans. Ah ouais, mais c'est super chaud. C'est quoi son boss de fin à elle? Eh bien écoute, le boss de fin c'est le 15 janvier 2009 et là c'est Marianne qui monte à bord du vol US Airways 1549 qui part de l'aéroport de New York en direction de Charlotte. Mais peu de temps après le décollage, son avion perd ses deux moteurs parce que de nombreux oiseaux passent dans la turbine. C'est vraiment pas de bol. Là, le pilote, Shisley Sullenberger, se pose alors en urgence dans le fleuve Hudson à hauteur de Manhattan. Et il arrive à amérir de façon exceptionnelle, sans que l'avion ne coule. Ah, mais c'est ce qu'il racontait dans le film Sully de Clint Eastwood. Ne coupe pas la parole, s'il te plaît! Mais oui, c'était ça. En tout cas, elle a déclaré ensuite que, contrairement aux autres passagers, elle n'avait pas spécialement eu peur, vu le nombre d'épreuves qu'elle avait passées déjà. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre, parce que d'un côté, t'as envie de l'avoir dans ton équipe, parce que tu sais que tu vas pas mourir, et en même temps, il va t'arriver une merde. Je te prends dans mon équipe. Et bon, après tout ça, le destin va foutre la paix à Marianne, en tout cas jusqu'ici. De son côté, elle s'est illustrée dans le monde des affaires. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais elle a fait partie des 25 femmes les plus puissantes du secteur bancaire. Rien à voir donc. Freine Selak. Et on termine avec celui qu'on nomme là sobrement l'homme le plus chanceux du XXe siècle. Et on va voir ça. En tout cas, il s'appelle Franz Selak et c'est un Croate qui est né en juin 1929. Bon, avec lui, on va commencer fort. Ça va fort! C'est pas comme si les autres c'était pas le cas, mais en tout cas voilà, il est né prématuré après 7 mois de gestation. Et un peu plus insolite, c'est qu'il voit le jour sur une barque. Donc là, rien à signaler pour lui pendant son enfance et adolescence. Et il faudra attendre la vingtaine pour que les choses sérieuses commencent. Alors là, alors qu'il voyage tranquillement en bus, le bus connaît une petite averie alors qu'il traverse un pont. Résultat, le véhicule va finir dans la rivière en contrebas. Heureusement pour Selak, il n'y a que quelques blessures plutôt légères. Mais ce n'est que de l'échauffement. J'espère bien. Moi, j'en veux pour mon argent. Edgar, tu n'as pas payé cette vidéo. Bon, en tout cas, on fait un petit saut dans le temps alors que Selak a 33 ans. Il est alors dans un train qui fait Sarajevo-Dubrovnik, jusqu'au moment où le train déraille. Et puis voilà, ça finit plutôt mal parce que du coup, il termine dans une rivière gelée. Et là, c'est un peu plus grave que l'accident de bus, car il y a 17 personnes qui trouvent la mort. Ah, pardon, excusez-moi, il y a des envahisseurs. Bon, Selak, de son côté, il s'en sort simplement avec un bras cassé et un sévère cas quand même d'hypothermie. Mais c'est ici que les choses sérieuses commencent. Parce que à peine un an plus tard, Selak fait un voyage en avion qui est un vieux coucou, pour être honnête. D'ailleurs, l'appareil va connaître un problème et commencer sa chute vers le sol, jusqu'à ce que la porte lâche sous la pression. Oh non, mais putain, mais les chats, on peut pas travailler dans ces conditions. Franz Selak est alors aspiré hors de l'appareil. Et bien évidemment, il n'a pas de parachute. Le hasard fait qu'il va s'écraser dans une énorme botte de foin, finissant avec quelques blessures mineures. Voilà, les autres passagers de l'avion, une vingtaine à peu près, s'écrasent malheureusement avec l'avion plus loin et trouvent donc tous la mort. Mais pas lui. Et c'est ainsi que 3 années après, Selak fait à nouveau un voyage, mais en bus là. Et il s'écrase alors, là encore, dans une rivière suite à une sortie de route. C'est quand même abusé quoi. À ce moment-là, 4 personnes trouvent la mort, mais pas ce bon vieux Selak. Faudrait qu'il laisse de côté les transports en commun. Eh bien écoute, on y vient parce que là non plus, il est pas verni le petit père. Parce que à respectivement 41 et 44 ans, il a connu 2 gros problèmes au volant de sa caisse. En fait, la première fois, le moteur a pris feu et Selak a eu le temps de se jeter hors du véhicule avant qu'il n'explose. Et la seconde fois, des flammes sont sorties de la ventilation et Selak a donc été partiellement brûlé, sans que ça le tue évidemment. Et un peu plus tard, à l'âge de 66 ans, figurez-vous qu'il se fait tamponner par un bus. Là encore, pas trop de gravité, là. Il meurt pas. Mais le plus étonnant, parce que oui, il y a plus étonnant, c'est l'année suivante, alors que Selak est au volant. Et là, dans une route de montagne escarpée, il croise un camion qu'il tente d'éviter. Sauf qu'il quitte la route et sa voiture finit à plus de 300 mètres en contrebas. C'est la hauteur de la Tour Eiffel. Et là, bien sûr, on ne sait trop comment, mais Selak est arrivé à sauter. Et on l'a retrouvé accroché à un arbre. C'est haut dans 300 mètres. Il reste que du carpaccio à la fin. Et après tout ça, il va survivre à une chute dans un volcan aussi?
non, rien, n'abusons pas. En fait, l'accident de montagne, celui-là juste avant, c'était le dernier où ces lacs étaient confrontés à la mort. Et là, histoire d'inverser le karma, eh bien figurez-vous qu'à 74 ans, il gagne à la loterie. Et il s'est quand même fait 800 000 balles. Ce qui lui permettra d'ailleurs du coup de vivre une très belle fin de vie. Mais n'étant pas non plus immortel, Célac s'éteint paisiblement en 2016 à l'âge de 87 ans. En tout cas, force est de constater que y a certaines personnes qui sont visiblement protégées par une sorte d'entité mystique. Mais en même temps, ça leur attire les merdes, mais pas sur eux. Il y a comme un bouclier. Après, on pourrait se dire, ouais, mais statistiquement, c'est forcé que ça arrive de temps en temps. Peut-être, mais c'est vrai que là, on a quand même ces cas-là, quoi, tu vois, c'est troublant. Si vous connaissez des histoires du style, n'hésitez pas à en parler. En tout cas, si ce genre d'histoire vous intéresse, allez checker parmi mes dernières vidéos sur Contes Féconds. Il y en avait une du coup sur 3 histoires vraies qui sont passées en forêt et assez flippantes, ou même 3 autres lors du confinement. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.